Ben, c'est bon. Donc, quand tu veux, tu peux te présenter. Je me présente, ok. Donc, je suis Isabelle Croisy, je suis consultante pour hypersensible au potentiel sur Douarnenez depuis maintenant 6 ans. Toujours cet effort de mémoire, j'ai du mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je rencontre régulièrement des enfants, donc à haut potentiel ou hypersensibles ou qui présentent d'autres troubles, autisme Asperger, TDAH, trouble 10, tout ce qui peut exister. En général, la première porte d'entrée, ce sont des enfants qui présentent des problèmes à l'école. C'est pour ça qu'en fait, ils se dirigent vers moi. Et j'accompagne aussi les parents dans leur parentalité et les adultes, pareil, les adultes atypiques qui présentent des difficultés dans leur vie quotidienne ou dans la vie professionnelle. Et donc, toi, ton parcours personnel, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Plusieurs événements, on va dire, dans mon parcours. Ça a commencé pour moi à l'école, où l'école ça a toujours été plus ou moins compliqué. Alors en primaire ça allait plutôt bien parce que j'étais dans une école qui était super, avec un super groupe de copines, etc. Le collège ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai réussi à tenir le coup sans trop de heurts, on va dire. Je me suis quand même un peu épuisée en essayant de m'adapter au rythme du collège et à ce qu'on me demandait, et puis certains codes que je ne comprenais pas. Enfin. Mais ça, c'est fait. Puis est arrivé le lycée. Où là, au lycée, je me souviens plus vraiment, mes souvenirs ne sont pas très précis de comment j'ai glissé en phobie scolaire. Mais tout ce dont je me souviens, c'était je ne pouvais plus supporter la longueur des cours, la lenteur des cours, et surtout le sentiment que je ne comprenais pas pourquoi je devais apprendre ça. J'avais une idée très précise de ce que je voulais faire plus tard, et je ne comprenais pas pourquoi on devait m'imposer ça, alors que ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'objectif que j'avais pour la suite. Sauf que fallait faire comme tout le monde, donc j'ai essayé de tenir, de m'adapter, sans trop mettre les mots que je mets aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'avais pas identifié la lenteur des cours, je n'avais pas identifié que ça n'avait pas de sens pour moi. Je savais qu'il y avait un malaise et que je ne m'adaptais pas et que c'était dur pour moi par rapport aux autres, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à force d'essayer de m'adapter, j'ai commencé à tomber malade. Alors au début, il n'y avait rien d'inquiétant. J'étais absente parce que j'avais un rhume, j'étais absente parce que j'avais une migraine, j'étais absente. Et puis un jour, il y a eu une visite chez le médecin traitant, où là, le médecin traitant, il a tiré la sonnette d'alarme en nous faisant quand même remarquer que j'étais tombée à 36 kg pour 1m70 et que même si j'avais jamais été grosse, ça se voyait pas que j'avais maigri comme ça. On s'en était pas spécialement inquiété. Là, ça devenait inquiétant, et c'est là où, dans ma tête, il a dû se passer quelque chose où j'ai dû prendre conscience. Je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé, mais alors ça ne s'est pas déroulé comme beaucoup de jeunes, où il y a un matin, je n'ai pas pu me lever du lit et je n'ai pas pu me rendre au lycée. C'est un matin, je me suis rendue au lycée et je me suis transformée en zombie, en fait. J'ai suivi le groupe parce qu'il fallait suivre le groupe, j'étais en pilote automatique et puis j'ai commencé à vomir tous les matins et puis j'ai commencé à... Et c'est là où c'est ma mère en fait qui a dit on arrête tout, on fait ça autrement. Moi ça ne m'avait pas spécialement traversé l'esprit, si j'avais envie de tout arrêter parce que c'est trop dur. Mais ça se disait pas, et puis comme c'était obligatoire dans ma tête, j'avais même pas le droit d'y penser en fait, que ça pouvait s'arrêter. Et c'est ma mère qui, heureusement, a pris les choses en main et a décidé de prendre un autre chemin en fait, pour moi, tout simplement. Et du jour où elle m'a proposé ça, j'ai senti la chape de plomb que j'avais là sur les épaules, je l'ai senti s'envoler, et je me suis dit, ouf, ça y est, c'est fini quoi. Alors ça s'est pas fait sans douleur, surtout pour ma mère.
qui a quand même qui a dû batailler très fort. Très très fort pour pouvoir m'enlever du système, du système scolaire classique, parce qu'après je me suis inscrite au CNED et puis j'ai fini tout mon lycée comme ça, il n'y avait pas de difficulté particulière, mais il a fallu m'extraire du système, qu'on me laisse sortir pour que je puisse étudier à la maison. Et là ma mère elle s'en est pris plein la tête et moi j'ai été soulagée de mon côté, mais bon, c'est ma mère qui a mangé quoi. Et c'était quand? En quelle année à peu près? Alors, en quelle année? Je vais pas environ la question. En seconde, on était en quelle année en seconde? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. C'était fin des années 90, c'est ça, non? Enfin, je me dis. Juste en seconde. Attends, j'ai 36 ans. J'ai eu mon bac à 18. C'était donc il y a 18 ans. C'était il y a 20 ans, les années 2000. Ok. C'était compliqué. Ouais. Voilà, donc dans les années 2000. Ouais. Dans les années 2000. Oui, chose importante quand même par rapport au métier que je fais aujourd'hui. Donc l'accompagnement des atypiques, c'est que grâce à notre médecin traitant, qui était totalement atypique pour l'époque, c'est lui qui nous a parlé en premier. Alors il n'a pas mis le mot haut potentiel parce que déjà à cette époque-là il n'existait pas ce mot-là. Il a parlé d'avance. Donc il n'a pas non plus utilisé le mot précocité en ce qui nous concerne, parce qu'on en parlait très peu, ça commençait en fait, c'était les prémices de cette notion qui a commencé en 96, si je ne dis pas de bêtises, grâce à Jean-Charles Terrassier, donc c'était tout frais. Et effectivement, c'est notre médecin traitant qui a commencé à nous mettre sur cette piste-là. J'ai passé des tests, je devais être au collège quand ma mère m'a fait passer les tests de QI. Je me souviens plus trop si c'était 4e ou 3e. Je me souviens très bien des tests par contre, mais l'année je m'en souviens pas. Donc effectivement, là on a su, pendant que j'étais au collège, que j'étais une enfant à haut potentiel et que effectivement c'était pas trop étonnant que je m'adapte pas vraiment au système académique. Sauf qu'il n'y avait pas de prise en charge à l'époque. Donc ma mère elle a tricoté avec ce qu'elle pouvait et puis avec ce qu'elle trouvait comme lecture. Parce qu'Internet c'est pareil, c'était pas trop démocratisé à l'époque non plus. Donc elle s'est retrouvée toute seule avec cette notion et puis ce qu'elle pouvait apprendre dans les livres. Et donc, pour appuyer la demande de comment je vais quitter le système, c'est l'argument qu'elle a mis en avant. Que j'étais une enfant précoce et que je devais apprendre autrement et que mon hypersensibilité faisait que là, ça devenait trop douloureux pour continuer. Et le directeur du lycée, à l'époque, quand ma mère lui a parlé ça, et qu'il a signé le papier comme quoi je ne faisais plus partie des effectifs du lycée, mais que j'allais rentrer dans les effectifs du CNED, a juste dit à ma mère que cette notion-là, c'était n'importe quoi, et que en faisant le choix de me retirer du système scolaire classique, elle était en train de me tuer. Donc on est parti du lycée, comme ça. Moi, d'un côté, hyper soulagée, et de l'autre, en train de me dire waouh, il y a quelqu'un qui vient de dire à ma mère qu'elle était en train de me tuer. Donc, il y avait cette espèce d'ambivalence là, qui était dans ma tête, et puis après, j'ai reçu les cours. Je me suis mise plus ou moins. J'ai fait le strict minimum pour que ça passe, et ça me convenait très bien, en fait. Parce que tu as réussi à poursuivre tes études jusqu'à... Comment tu t'es organisée après? Comment je me suis organisée? Alors en fait, par rapport à notre parcours de vie personnel, donc j'ai eu un deuxième petit frère sur le tard. Et quand mon petit frère était tout bébé, ma mère a eu un accident. Et je venais, en fait... oui, c'est ça, l'année 2000. L'année 2000, j'ai été retirée de l'école et ma mère a eu son accident. Et mon petit frère, il devait avoir... il avait 1 an. Il avait 1 an. Donc j'étais à la maison.
Et j'ai pris un peu le relais, c'est pas ma mère qui me l'a demandé, ça s'est fait comme ça. Donc le matin, je faisais mes cours et le reste de. Enfin, je faisais mes cours quand je pouvais faire mes cours. Et je m'occupais de mon petit frère. Pendant que ma mère s'occupait d'elle. Donc ça s'est fait plus ou moins comme ça. J'étais pas focalisée sur mes cours, c'est pas ça qui était important pour moi. Et puis j'avais énormément de temps libre, du coup, qui m'ont permis en fait de pouvoir rencontrer plein de gens, mais plein d'adultes en fait. Oui. Où j'ai pu, comme j'étais plus coincée par les horaires de lycée, moi la journée, j'étais dans un bar à Quimperlé, à côté du lycée, où j'avais rencontré plein d'adultes qui faisaient plein de métiers différents, qui sont devenus mes amis, malgré mon jeune âge. Et puis j'ai passé mon temps comme ça, mais là j'étais bien. J'étais dans mon monde, avec des grands. Avec des grands qui avaient d'autres discussions, qui avaient d'autres problèmes, et j'en garde d'excellents souvenirs. En fait. Et du coup, d'un point de vue de la santé, ça s'est amélioré après? J'ai repris du poids tout de suite. D'accord. J'ai recommencé à dormir. J'ai trouvé mon indépendance, mon autonomie, mon rythme à moi. Je sais pas, dans mes souvenirs, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à aller mieux, mais dans ma tête, ce dont je me souviens, c'est que moi, je me suis sentie mieux le lendemain, en fait. C'est fou. Ouais. Il y a eu un petit mouvement de panique quand j'ai reçu mes cours du CNED, parce que, alors à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. C'est pas numérisé, c'est pas. On reçoit des tonnes de cartons énormes avec que des bouquins tout blancs. La couverture elle est toute blanche avec écrit CNED en gros mathématiques. Bon, c'est un peu austère, ça fait un peu peur. Mais au final, j'ai rendu ce qu'il y avait à rendre, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et je me nourrissais à côté. Par les adultes que j'ai pu rencontrer, par la vie de petite maman que j'avais en m'occupant de mon petit frère. Et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et donc, tu es allée jusqu'au BTS, c'est ça? Oui. Alors, la première fois où j'ai passé mon bac, donc je venais de faire tout mon CNED à la maison toute seule. J'ai passé mon bac en candidat libre dans un lycée que je connaissais pas à Quimper, et je l'ai pas eu. Ça s'est pas joué à grand chose, hein, mais je l'ai pas eu parce que justement le contraste entre la petite vie que je m'étais créée et tout d'un coup l'obligation de l'examen où en fait là je m'étais pas du tout préparée à la pression que ça allait me mettre, à tous les changements dans la journée, un nouveau lycée, se repérer, s'installer pour un examen, émotionnellement j'ai pas géré du tout, alors là pas du tout, et j'ai pas eu mon bac. Du coup mes parents se sont dit que ce serait peut-être bien que pour avoir le bac je retourne au moins une année en lycée pour m'y préparer. Ça a été une catastrophe sans nom, où j'ai jamais réussi à m'adapter, à me remettre dans les cours, le rythme. Voilà, cette année-là, franchement, je l'ai pas bien vécu. Et d'autant plus que, quitte à être atypique, je suis atypique jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, depuis la seconde, je m'étais lancée dans ma vie d'adulte sans lettres. Enfin, sans lettres sur le papier, quoi. Et j'ai passé mon bac pour la deuxième fois, j'étais enceinte de 6 mois. Donc là, niveau atypique, arrivé à l'examen avec le gros bidon que j'ai essayé de cacher derrière un gros pull camionneur à mon père. Bon, bref. Avec le recul, moi j'en garde des bons souvenirs, hein, mais bon. Voilà, et pareil, ça a été compliqué de l'avoir, ce bac, on va pas se mentir. J'ai encore été convoquée pour les repêches. Et puis, là, je me suis dit, bon, on va y aller, quoi. Et j'ai fini par avoir mon bac. Voilà, et le bac en poche, et j'ai fait le choix
de rester à la maison de nouveau, du coup pour m'occuper de mon bébé. Et comme j'étais habituée au CNED, eh ben, j'ai pris les cours du CNED pour passer mon BTS par correspondance. BTS que j'ai pas eu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que je m'étais carrément plantée de voix. Et que ça m'intéressait carrément pas ce que je faisais. Et enfin bref, donc je l'ai pas eu. Je sais pas si inconsciemment j'ai pas fait exprès de pas l'avoir. Il y a un truc comme ça sans doute. Ça m'a pas empêché de continuer. Au moins en fait, ce qui était important pour moi, c'était vraiment pas les études. Et j'ai travaillé assez rapidement. J'ai touché un peu à tout parce que ça me plaisait comme ça. Je suis passée de serveuse en bar à déléguée pharmaceutique pour Sanofi, par exemple, en l'espace de 4 ans. Voilà, je fais plein de choses. D'accord. Et après, est-ce que ton expérience, ton expérience en tant que maman avec ton fils à l'école, tu souhaites en parler ou... Oui. Ce qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui. Comment dire? Donc j'ai été maman très jeune, du coup j'avais 18 ans. Et pas beaucoup de repères par rapport à c'est quoi un enfant qui se développe normalement, j'en savais rien. Et je faisais un petit peu, voilà, comme je sentais qu'il fallait faire. Et il y a eu le moment où il a fallu, voilà, comme tout le monde, mettre mon enfant à l'école. Bon, la maternelle, ça s'est plutôt bien passé. Même si des fois, voilà, j'avais eu des petites réflexions auxquelles j'ai pas trop prêté attention. Avec le recul, je comprends en fait l'impact que ça aurait dû avoir si j'y avais porté attention ou si on m'avait dit les choses autrement. Enfin, bref, il y avait eu déjà des signes à la crèche en fait où on me disait que voilà, mon fils, il était souvent tout seul, bien dans sa bulle, il avait ses jouets à lui, puis aller vers les autres, ça l'intéressait pas trop. Ou quand ça l'intéressait, ça durait pas longtemps. Et moi, je me suis dit, c'est un petit solitaire qui s'autosuffit, c'est pas bien grave. La maternelle, ça se passe. Le primaire, ça se passe. Il a fallu faire plusieurs changements d'école parce qu'effectivement, beaucoup de difficultés au niveau relationnel pour mon fils. Ou pareil, un peu comme moi, il comprenait pas les codes. Donc il s'est passé des petites choses où il s'est fait rejeter par les copains. Les maîtresses ne le comprenaient pas parce que lui résoudre des problèmes, ça se faisait à sa manière à lui et pas de manière logique. Enfin, il y a plein de signes comme ça où je me suis dit il fait comme moi quoi. Mais moi je me suis adaptée. Donc lui il y arrivera aussi. Ce qui est tout à fait hypocrite de ma part quand on connaît mon parcours. Et je suis pas fière aujourd'hui de dire ça, mais voilà, à l'époque j'avais pas le bon regard, j'étais trop jeune je pense pour gérer ça correctement, puis j'étais pas prise au sérieux aussi par le corps éducatif. Où maman de 18 ans, c'est les enseignants qui savent et moi je suis un peu bête. Et on m'a parlé comme ça toute la scolarité de mon fils en fait, donc à la fin j'écoutais plus. Au moment où j'aurais dû écouter. Enfin bon. Et les points de repère que j'avais par rapport aux enfants, c'était quoi? C'était moi et mes 2 frères, qui sont largement plus atypiques que moi. Donc les enfants qui se débrouillent tout seuls dans leur coin et qui s'adaptent pas à l'école et qui ont du mal à se faire des copains, moi c'était mon quotidien, je voyais pas ce qu'il y avait d'anormal là-dedans, donc j'ai pas accompagné mon enfant là-dedans parce que je me suis dit bêtement qu'il ferait comme nous, qu'il s'adapterait. Et arrive le collège. Le moment où tout le monde connaît le collège, le moment où là, soit on s'adapte, soit ça casse quoi. Pour mon fils, ça a cassé. Ça a cassé parce que là, les efforts d'adaptation, il ne pouvait plus en fait fournir. Et j'ai attendu trop longtemps en fait pour voir que l'état dans lequel j'étais arrivé en seconde, lui en fait il l'avait déjà atteint
au premier trimestre de 6e. Et puis il a vécu du harcèlement qui n'a pas du tout été pris en charge par le collège parce que ça a été pris pour des moqueries d'enfants et pas du harcèlement. Et voilà, donc, mais mon fils a été hyper courageux. Moi, je pense que je n'aurais pas pu supporter le quart de ce qu'il a supporté. Et il a tenu sa 6e et sa 5e avec ce problème de harcèlement, ses difficultés à s'adapter en cours. Puis il avait des hyper bonnes notes, en fait, donc on ne s'occupait pas de lui. C'est l'élève discret qui réussit. Et même si je disais à l'équipe enseignante, je dis oui, il réussit, mais il va tous les matins à l'école, il vomit. Il dort 3 heures par nuit, un rien le fait sursauter, enfin il va pas bien quoi. On me répondait, oui mais bon, votre enfant il est anxieux, puis il fait pas d'histoire donc tout va bien. Ouais, sauf qu'il y a eu un matin où là mon enfant il s'est planté devant la porte d'entrée, parce qu'il allait à pied au collège. Il s'est planté devant la porte d'entrée, il est devenu blanc. Et puis il s'est transformé en bloc de marbre en fait. Et là j'avais beau lui parler, je voyais bien qu'il ne se passait plus rien. Il n'y avait plus personne dans ce petit corps là, tout fragile, qui avait maigri lui aussi. Et c'est là où je me suis pris en pleine face, j'ai fait t'aurais pu réagir avant ma grande, tu le savais. Et je me suis dit, là je vais réagir. Ouais. Là je vais réagir parce que de toute façon j'ai pas le choix. Il me laisse pas le choix, j'ai plus le choix, il faut faire quelque chose. Donc je lui ai fait passer des tests et là il s'est avéré qu'il était à très haut potentiel et qu'il avait en fait développé des troubles anxieux et qu'il fallait le prendre en charge quoi. Je me suis donc pointée au collège avec ce résultat-là en leur demandant, en leur disant, là ça fait un mois que mon fils il n'a pas pu venir à l'école. Ma pédiatre ne veut plus me faire de certificat d'absence. Qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a rien eu qui a été proposé. En gros, on n'a pas pris encore au sérieux le haut potentiel et l'impact que ça pouvait avoir et c'était à moi de me débrouiller pour trouver des solutions. J'ai essayé, j'ai cherché de l'aide auprès de professionnels, j'ai balayé pas mal de choses, des psychologues, des pédiatres, j'ai tenté plein de choses et en fait je trouvais pas d'aide, je trouvais pas de solution. On a fini du coup par faire le choix, par dépit, du CNED, du coup pour mon fils. Parce que on était arrivé au mois de décembre, mon gamin il n'avait pas été en cours depuis le mois de septembre, il était à la maison, il s'ennuyait pas forcément parce qu'il était à fond sur ses trucs informatiques et ça lui allait très bien. Mais toujours est-il que lui il était à la maison, en sachant que les autres ils allaient à l'école, il se sentait bizarre, un peu mis à part, il fallait que je mette quelque chose en place quoi. Donc j'ai pris le CNED et il a fait donc sa 4e et sa 3e au CNED à la maison. Comme ça quoi. 2 années qui se sont pas forcément très bien passées parce que pour lui c'était pas un choix. Et lui il a vraiment vécu ça par rapport à moi qui ai vécu ça comme un soulagement et comme un choix et moi c'était le top parce que je pouvais être autonome, je pouvais sortir quand je voulais, sauf que lui il avait développé des troubles anxieux avec une phobie sociale et que du coup lui en fait sa chambre pendant ces 2 années-là c'est devenu sa prison. Ce sont ses termes à lui et il s'est senti rejeté en fait, il l'a vécu comme ça. Oui. Par manque d'accompagnement de l'extérieur et puis moi je me suis retrouvée toute seule quoi. Et qu'est-ce que je fais quoi. Et comme je savais qu'il y avait un autre truc qui allait pas, j'ai vachement insisté, j'ai vu je sais pas combien de professionnels jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me prenne au sérieux et qui me dise mais vous avez raison madame, il y a autre chose qui va pas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du très haut potentiel, ok, mais que en fait le résultat du test de QI qu'il avait passé avait été interprété en surface, on va dire, et qu'on était passé à côté du syndrome d'autisme Asperger. Et que du coup, effectivement, mon gamin, en fait, il aurait dû avoir des aménagements depuis le primaire. Et à force de se suradapter,
il est tombé dans la phobie scolaire. Et le harcèlement est venu rajouter... Le harcèlement vécu a été le catalyseur en fait de ce qu'il vivait. Et ça a tout fait péter, quoi. Okay. Donc je me suis pris une petite claque là quand même, où je me suis dit mais ça fait des années que en fait je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais qu'après je me dis ouais mais en même temps mes 2 frères ils étaient comme ça, donc ça doit être un peu normal, et puis et puis enfin bref. Et moi cette période-là, j'étais en pleine reconversion professionnelle, on peut appeler ça comme ça. En fait j'étais encore en train de changer de travail parce que je m'ennuyais là où j'étais, j'avais fait le tour. Et je passais tellement de temps à me former sur ce qu'avait mon enfant, et je passais tellement de temps à chercher des professionnels qui pouvaient m'aider à ne pas trouver de réponse, voire même à m'en prendre plein la tête. J'ai eu le droit à tout, comme beaucoup de mamans, je pense, que je surprotégeais mon fils, que de toute façon, c'est moi qui avais créé l'anxiété de séparation. Alors qu'en fait, c'était pas l'anxiété de séparation, mais bon, bref. Que en fait je faisais tout mal et puis je comprenais rien, donc le temps libre que j'avais du coup, vu que j'avais plus de travail à l'époque, je le passais à me former, et puis j'ai commencé comme ça à rencontrer d'autres mamans qui rencontraient des difficultés aussi, puis j'ai commencé à les conseiller comme ça par rapport à mon expérience. Et puis de fil en aiguille, en étant 2 ans à la maison avec mon enfant, 2 ans à la maison au CNED, moi en me formant, alors je vais pas dire pathologie parce que c'est pas des pathologies, mais à ce qu'avait mon enfant. Enfin si, le trouble anxieux c'est une belle pathologie quand même. Et lui avec ses cours dans sa chambre, du coup en fait petit à petit, sans forcément chercher à faire ça au début, j'ai construit le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire comment, en piochant un peu partout, en reformant le puzzle en fait, moi ce que j'ai vécu et ce que mon enfant a vécu, comment est-ce que je peux le mettre au service d'autres personnes qui sont comme nous, parce qu'en fait on est loin d'être tout seul, même si au début quand ça nous arrive on se dit pourquoi moi et pourquoi nous et pourquoi personne ne comprend quoi. Et en fait et de fil en aiguille, donc ça s'est fait comme ça. Et là, alors grâce à mon fils, je sais pas s'il le prendrait bien s'il entendait ça, parce qu'il a morflé quand même pour que moi j'en arrive là. C'est quand même c'est pas drôle pour lui, mais grâce à mon fils, ouais, je suis là où je suis assise aujourd'hui et je fais ce que je fais. Parce que moi, ma phobie scolaire, au final, je l'ai bien vécu, moi. Ça m'a libérée et ça a construit qui je suis. Sauf que la phobie scolaire, en ce qui concerne mon fils, ça l'a complètement détruit et totalement déconstruit, et une autre histoire, quoi. Et moi, j'aimerais que nos expériences, à lui et à moi, puissent servir à d'autres. Parce qu'on peut construire, on peut faire autrement sans que ça se fasse dans la douleur. Oui. Surtout ça qui compte. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'était que tu conseillais, commençais par conseiller d'autres mamans. Oui. Et donc, ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux détailler ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, j'ai été amenée à conseiller d'autres mamans parce que, alors là, c'est grâce à ma tante, encore une histoire familiale. Ma tante, elle a été, donc la sœur de ma mère, a été une précurseur dans le domaine, dans le sens où mes cousines, en fait c'est une histoire familiale, cette histoire d'école. Mes cousines, elles ont souffert à l'école. Et elles sont plus âgées que moi, donc ma tante a expérimenté ce que ma mère a expérimenté avant nous. Et elle a commencé à se former avant nous. Et elle a eu conscience très tôt de cette notion de haut potentiel et d'hypersensibilité, et en quoi c'est important, en fait, de le mettre sur la table et de le comprendre. Et elle en a très très vite fait son métier. Donc elle s'est formée pour être relaxologue très très tôt, à une période où on n'en parlait pas du tout. Et donc à l'époque où
moi j'ai traversé ça avec mon enfant. Ma tante était déjà très très bien implantée, bien installée, experte sur le sujet. Et du coup, je suis allée la voir quand je me suis pris une énième porte en pleine face par rapport au profil de mon enfant, où en fait on lui proposait un saut de classe mais sans préparation, sans rien. Enfin, je sentais que c'était pas la réponse, mais limite on me forçait à le faire. Donc j'étais voir ma tante pour lui dire là je vais pas bien, je sais pas quoi faire, moi je sais que toi tu sais, aide-moi, dis-moi quoi. Et ça s'est fait comme ça en fait. Elle a commencé à m'accompagner pour mon enfant et elle m'a formée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer d'autres mamans et à m'installer et à me dire ouais en fait tout ce que ma tante m'a transmis, et je vais en faire quelque chose et puis ça va être ça mon métier quoi. Et ça s'est fait tout seul, ça s'est fait comme ça. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu interviens auprès de familles et dans des écoles aussi? Oui, parce que alors j'interviens auprès de familles, parce que comme je disais au tout début, la porte d'entrée pour laquelle on vient me voir, c'est des problèmes à l'école. Donc on a deux cas de figure. On a l'enfant qui ne s'adapte pas à l'école et qui va le matérialiser, on va dire, par un comportement provocateur, insolent, ou qui est à la bougeotte, enfin, il dérange. Quoi. Ou alors on va avoir l'autre cas de figure, qui va être celui de l'enfant un peu plus réservé et timide, qui ne fait pas de vagues, le profil du mien en fait. On n'en entend pas parler, donc on s'en occupe pas, mais par contre à la maison, il y a énormément de somatisation. On a beau aller voir les médecins pour chercher ce qui est au niveau physique, il n'y a rien. Donc voilà, donc ça c'est la porte d'entrée, c'est vraiment l'école. Donc en général, donc j'accompagne l'enfant à comprendre son fonctionnement et comment avec son fonctionnement à lui, ça peut fonctionner tout en restant dans le système scolaire, parce que ça peut se faire. Les deux ne sont pas toujours incompatibles. Et en parallèle, j'accompagne les parents, justement, parce qu'en tant que parent, souvent on n'a pas les bonnes clés pour comprendre son enfant, et puis on n'est pas forcément aidé par l'extérieur. Donc je fais toujours les deux en parallèle, l'enfant, mais j'accompagne les parents aussi. Et j'interviens dans les écoles. Alors, pas dans toutes les écoles, parce qu'il y a des écoles qui sont totalement fermées à cette notion-là, et qui, même si ce sont eux qui pointent du doigt les problèmes de comportement de l'enfant, ne changent rien à leur manière de faire. Donc là, j'accompagne la famille à envisager un changement d'école, quand c'est possible. Ou sinon, effectivement, oui, j'interviens dans les écoles, qui le souhaitent. Où là, en fait, j'accompagne les instituts à faire des petits aménagements. Alors, soit des aménagements au niveau de la pédagogie, du style proposer des exercices enrichis, ou alors carrément d'un niveau au-dessus, ou de faire en sorte que l'enfant puisse bouger en le mettant responsable de la distribution des copies. Enfin, c'est pas grand-chose, en fait, ça tient pas à grand-chose pour que ça se passe bien en plus. Voilà, donc j'accompagne les instituts en fait par rapport à voilà, cet enfant-là il se comporte de cette façon parce que il y a ça qui l'embête. Ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sans que ça coûte en énergie, sans que ça stigmatise l'enfant? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien, quoi. Okay. Donc j'interviens vraiment dans tous les milieux qui touchent l'enfant. Okay. Et tu as créé une association aussi? Oui, j'ai aussi créé une association donc avec ma mère. En partant d'un constat tout simple, c'est que souvent, donc on vient me voir en accompagnement, mais des fois il n'y a pas besoin d'un accompagnement. C'est-à-dire qu'il suffirait d'un atelier, un groupe d'échange entre parents, pour qu'il y ait un tilt et que tout ait lieu après en fait. Donc en fait j'avais envie aussi de proposer une alternative à l'accompagnement, vraiment en pur, que je peux proposer en individuel, aux parents qui ont peur de sauter le pas, parce que c'est possible aussi, c'est peut-être plus facile d'aller à un atelier avec d'autres personnes, aux parents qui n'ont pas toujours les moyens aussi,
de suivre un accompagnement, parce que souvent ce sont des enfants qui ont un suivi orthophoniste, qui ont un suivi ergo, qui ont un suivi psy, donc ça fait... le budget familial en général il est explosé avec les enfants atypiques. Voilà, donc on a créé l'asso pour pouvoir proposer toute une palette de choses pour que les gens puissent tout simplement accéder quand même à un accompagnement ou en tout cas à des réponses sans être obligé de passer par la case accompagnement. Classique, on va dire. Ok. C'est pas mal, déjà, c'est super, super riche. Est-ce que tu as autre chose à ajouter peut-être par rapport au projet de loi en cours? Qu'est-ce que tu en penses? T'es sûr que tu veux me lancer là-dessus? D'une manière un peu soft. Alors, oui. Quel chemin je vais prendre? Ouais, je vais partir de la phobie scolaire, c'est aussi simple. Comme ça va être tempéré sans l'être. Enfin, je vais tenter un truc, tu verras. Ok. Ça va tenter un truc. L'association, elle a aussi été créée parce qu'au fil des années d'installation, on va dire, j'ai pu constater que, donc, au début où je me suis installée, effectivement, on venait me voir pour un problème de comportement. On faisait quelques ajustements et puis ça se passait bien à l'école. Et puis plus les années ont passé, plus en fait j'ai reçu énormément d'enfants qui se retrouvaient dans la même situation dans laquelle j'étais et surtout dans la même situation dans laquelle mon fils était. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des enfants qui ne pouvaient plus du tout fournir d'efforts pour s'adapter au système scolaire qui est en train de se rigidifier. À chaque réforme, le système scolaire devient plus rigide et plus dur. Alors, pas que pour les enfants, il est encore plus invivable, je crois, pour les enseignants qui n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et c'est pour ça que j'ai du mal à intervenir dans les écoles. C'est parce que les enseignants n'ont plus de marge de manœuvre, non plus. Donc partant de ce constat-là, en parallèle, il y a une grosse association qui s'est montée en France, qui est l'association Phobie scolaire, qui est partie du même constat que moi, c'est-à-dire que de plus en plus d'enfants sont en situation de phobie scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se rendre, ils ont envie d'y aller mais ils ne peuvent plus s'y rendre à l'école, et on ne leur apporte pas de solution, ni aux parents ni aux enfants. Par contre, ils sont étiquetés très souvent à tort. On leur trouve plein d'étiquettes à leur mettre sur fond, plein de troubles. On dit aux parents que c'est de leur faute parce qu'ils ont mal élevé leur enfant. Enfin bref, c'est hyper violent. Et donc l'association, avec ma mère, on l'a aussi montée pour ça. C'est que moi, en accompagnement, bien sûr que je les aide, ces enfants, à reprendre confiance en eux, à comprendre comment eux ils apprennent, à retrouver leur centre d'intérêt, etc. Mais moi, je me heurte à un truc, c'est que l'école, elle ne change pas. Et que la phobie scolaire, de base, le problème, c'est pas l'enfant, c'est le contexte dans lequel il évolue. Sauf que moi, le contexte, je ne peux pas le changer. Pas partout, en tout cas. Il y a plein d'écoles qui font des efforts et qui s'adaptent et qui permettent à l'enfant de se réintégrer, mais il y en a plein d'autres où c'est pas possible. Donc ces enfants-là, on en fait quoi? Ils sont comme mon gamin, en prison dans leur chambre tout seuls, avec leurs jeux vidéo pour s'évader. Ils créent des liens sur les réseaux. Alors c'est parfait, moi j'ai rien contre les jeux en ligne, au contraire ceux qui arrivent à se faire des amis sur les réseaux, c'est parfait. Néanmoins c'est pas suffisant, parce que dans leur tête en arrière-plan il y a ça qui tourne. Et ce qui tourne c'est mais je vais faire quoi? C'est quoi mon avenir? Je suis dans ma chambre, c'est quoi mon avenir? Et on me dit que je suis pas adaptée. Donc l'instruction en famille, pour moi, c'est indispensable en fait. Pour ces enfants-là, comme pour d'autres, mais pour ces enfants-là, l'instruction en famille, avoir ce moment de décompression où les enfants ils peuvent souffler, se reconstruire, suivre leur rythme à eux, pour moi c'est indispensable. Et puis on peut en fait construire autrement, on n'est pas obligé d'être dans les 4 murs de l'école avec ces 8 profs différents et dans une classe de 32, on peut faire autrement. À partir du moment où en tant que parent on ne reste pas tout seul,
et où on construit le projet avec l'enfant et pas pour l'enfant. Parce qu'on oublie un peu trop souvent aussi dans ce genre de prise de décision. Et oui, et pour moi, que ce soit pour moi ou même l'association Phobie Scolaire, elle fait le même constat. Il y a d'ailleurs un constat très simple, c'est que 80% des adhérents, par exemple, à l'association Phobie Scolaire, ce sont des parents d'enfants atypiques. Ouais. Et moi, mon cabinet, là, il en est plein. Je commence à plus pouvoir recevoir. J'essaye de déléguer à des professionnels en qui j'ai confiance parce qu'il y en a trop. Il y en a trop qui ne s'adaptent plus au système. Et en attendant que le système y change, il y a la solution d'instruction en famille. Et je trouve ça bien dommage que là aussi, ça se rigidifie. Et encore, ça se rigidifie. Je suis gentille quand j'emploie ce terme-là, mais... Oui. Sans que le système change pour autant, quoi. Sans essayer de comprendre ce qui ne va pas, en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein d'enseignants qui ont compris ce qui ne va pas, mais ils ont rien. En fait, ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas le temps, et on leur donne pas les moyens de faire autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'enseignants qui quittent l'enseignement. De plus en plus, parce qu'on parle des enfants qui quittent le banc d'école, mais les enseignants, eux aussi, ils quittent les bancs d'école. Ils ne sont pas entendus du tout. Non. Ok. Je n'irai pas plus loin. C'est très bien, c'est parfait. J'adore. Voilà. Je pense que c'est assez complet. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non. Ok. Enfin, j'aurais toujours, tu sais. Oui, je vais rester ce soir. Merci beaucoup. Bien, avec grand plaisir. Et du coup, si tu veux, je mettrai le lien vers ton association sous la vidéo. Ou si tu vois d'autres choses à rajouter, je mettrai sous la vidéo. Ok, ça marche. Tu coupes. Ouais.